bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous des lundis et vendredis à 20h du Café Mort. Alors ce soir, nous allons accueillir une militante, comme toujours, mais une militante qui a une particularité, c'est d'être du Nord. On en a déjà accueilli, mais là, doublement. Donc Fatima Wassak, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de vous accueillir parce que je vous suis depuis très longtemps. Vous êtes militante, très engagée. D'ailleurs, on va parler de vos différents engagements. Mais d'abord, vous êtes qui est Fatima Wassak? Vous êtes née où? Vous êtes d'où? Et vous êtes du Nord, apparemment? Oui. Alors, effectivement, je suis du Nord du Maroc. Donc, je suis née dans le Rif, à Nador, qui est la capitale du Rif. Et puis, je suis du Nord de la France aussi, puisque j'ai grandi à Lille. Voilà. Et donc, vous êtes de parents rifains? Vos deux parents sont rifains? Oui, oui. Et donc, c'est une région qui compte beaucoup pour vous Bah, c'est ma région de naissance, c'est mon pays, c'est mon peuple. Donc oui, c'est une région qui est très, très importante pour moi. Oui, et puis c'est une région importante pour tous, même pour moi, puisque moi qui suis berbère d'Algérie, je suis très attaché aux berbères du Maroc aussi, puisque c'est le même peuple, et nous avons les mêmes rois. Alors ça date un peu. Aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes rois. Non, mais je parle à l'origine des rois nubides, je parle des rois nubides, les rois des Baziras, nous c'est le peuple. C'est le peuple amazigh. Et vous avez eu le dernier en date, c'était Al-Khatabi, Abdelkrim El-Khatabi, qui était un grand roi du Rif, non? Voilà, alors en tout cas un grand leader et un grand résistant du Rif, effectivement. Donc il a créé la République du Rif, il a mené une grande guerre anticoloniale contre l'Espagne, la France. Voilà, il a gagné plusieurs batailles. Bon, finalement, l'ennemi, les colons ont vaincu. Donc cette République du Rif s'est achevée en 1926. Mais effectivement, ça a laissé dans le Rif et chez tous les Rifains et toutes les Rifaines cette culture de la résistance et cette culture de lutte contre l'oppression. Voilà, c'est ce qui explique, je pense, pour beaucoup ce qui se passe actuellement au nord du Maroc. Oui, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui des faits, mais c'est vrai que de toute façon, c'est des Mazirènes, c'est des hommes libres. De toute façon, quelle que soit la région où ils sont, c'est des hommes libres. On les retrouve en Tunisie, notamment à Djerba, enfin, on en trouve partout. Donc, il y a aussi les Chleurs et les Soussiens aussi au Maroc, comme les Kabyles, les Mozabites, les gens du Sud, le Sahara. Les gens ne le savent pas, mais tout ça, c'est les mêmes tribus, c'est le même peuple. Un même peuple berbère. Mais effectivement, il y a quand même une particularité historique, politique dans le Rif, qui est cette culture de la résistance, mais aussi culture de lutte contre l'oppression, parce qu'il y a eu donc cette guerre anticoloniale, mais il y a aussi eu ensuite, à plusieurs reprises, tout au long de l'histoire, plusieurs moments de répression. Alors même avant même qu'il y ait revendication, en fait, en réalité, il y a eu de fortes répressions, il y a eu des milliers de morts, par exemple, en 58-59, et ça crée encore une fois, cette spécificité rifaine de résistance, mais aussi de lutte contre la répression et l'oppression. Donc je pense que, encore une fois, ça explique pour beaucoup la situation actuelle, oui. Ouais. Je sais que vous êtes très attaché. Et est-ce que c'est pas ça qui forge aussi votre caractère? Parce que vous avez un caractère fort. Moi, de loin, je vous suis, mais je sais que dans les combats, vous êtes quelqu'un de... Est-ce que vous êtes une héritière du Rif, réellement, même dans la façon de faire? Ah ben j'aimerais bien. Enfin, pour moi, c'est une grande fierté d'être rifaine. J'espère que je suis à la hauteur de la dignité de mon peuple, effectivement. Ben, voilà, c'est un bel hommage pour notre peuple. Moi, je pense que vous avez effectivement dans vos engagements. Donc après, vous avez fait. Donc en France, vous êtes venu à quel âge? Vous étiez. Ah, j'étais bébé. Bébé. Donc, je suis arrivée, j'avais même pas un an. Ensuite, on a fait des allers-retours comme beaucoup d'immigrés à l'époque. Voilà. Donc on est retourné à un moment donné au Maroc, à Nador, enfin dans la région du moins. Et puis on est revenu. Mais pour l'essentiel, j'ai quand même grandi à Lille, voilà. Alors les Rifains, c'est beaucoup dans le nord de la France, comme il y en a aussi à Montpellier, et surtout la Belgique et la Hollande aussi, beaucoup les Rifains, c'est une terre d'émigration pour eux importante, non? C'est surtout parce que les Rifains, ils ne sont pas arrivés en Europe comme ça au petit bonheur la chance, ils ont été souvent appelés, souvent on est parti les chercher au Maroc, dans les montagnes comme ça, on prenait les plus vaillants et les hommes les plus costauds, et on allait les chercher, pas pour qu'ils fassent voilà, du tourisme en Europe, mais vraiment pour être force de travail après, voilà, pour reconstruire la France, et puis ensuite pour travailler dans les mines, pour travailler dans les industries textiles, sidérurgiques, métallurgiques, etc. Et donc effectivement, plutôt dans le nord de la France, donc par exemple, là où moi j'ai vécu, c'est autour d'une grande usine qui, j'allais dire, exploitée.
du moins employé plusieurs milliers d'ouvriers. Un peu d'exploitation aussi. Dont mon père. Et on était tous là, donc on vivait dans des bars autour de cette usine qui s'appelait donc Tudor. Mais il y a la même chose effectivement dans l'Est, du côté de Strasbourg, Mulhouse, pas mal de rifains là-bas, dans le sud de la France, et puis effectivement beaucoup aux Pays-Bas, en Belgique, et puis aussi pas mal en Allemagne. Mais oui, c'est vrai qu'on est plutôt concentré sur certaines régions particulières. Sur ce territoire, ce genre de truc, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que le Rif, c'est quand même déjà, rien que le relief, quand on va dans le Rif, c'est un peu dur. Et si vous ne parlez pas le berbère dans le Rif, vous avez du mal à passer. Hein. C'est vraiment un... Ouais. Ils sont encore dans les traditions très très fortement ancrées. Bah, en tout cas, c'est un attachement particulier qu'on a à notre langue, à notre culture, j'allais dire à notre civilisation, parce qu'effectivement, vous parliez d'un peuple voilà, qui dépasse même les frontières du Rif et du Maroc. Mais c'est aussi une forme de résistance, en fait, résistance contre l'homogénéisation. Alors, il n'y a pas une si grande résistance que ça à l'arabisation, parce que la langue arabe, pour les Rifains, c'est la langue de l'islam, c'est pas du tout considéré comme une langue coloniale, comme on peut l'entendre parfois chez d'autres. C'est vraiment une langue que l'on respecte, parce que c'est la langue de notre religion. Mais c'est vrai qu'il y a un attachement à la langue tamazight, parce que c'est la langue qu'on parle, parce que c'est la langue, notre langue maternelle, la langue affective, en fait. Et qu'on a besoin de résister pour la conserver, parce que si on ne le fait pas, voilà, elle va disparaître. Comme la culture, comme la danse et tout ça, on est attaché à nos coutumes, à nos coutumes. C'est notre être, en fait. C'est notre être. Ouais. En tous les cas, on salue tous les Rifains qui nous regardent, et pensez à tous les Rifains. Et donc, votre parcours, vous avez fait des études en France, donc parce que vous êtes politologue, Fatima, donc vous avez fait quelles études, vous avez fait quel parcours? Alors moi j'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'école donc Sciences Po, ensuite j'ai fait une thèse de sciences politiques sur les théories de la Banque mondiale et du FMI, en particulier la gouvernance, voilà. Alors qu'il y a une théorie produite par ces organisations internationales pour recoloniser, en tout cas néocoloniser les pays nouvellement indépendants au lendemain des luttes de libération. Et donc il y a eu cette production de cette théorie de la gouvernance pour libéraliser les pays, les ouvrir au monde extérieur, soi-disant, alors qu'en fait ça les ouvrait au libéralisme économique et puis à la destruction des États, des services publics, etc. Donc voilà, j'ai fait un travail là-dessus. Et comme étude de cas, j'avais choisi à l'époque le Maroc. Voilà, donc j'avais passé quelques temps à Casarabas. D'ailleurs, ça m'a permis de découvrir une partie du Maroc que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert donc un autre pays, en fait, à l'occasion de ma thèse. Oui, c'est vrai que c'est comme partout, quand on va de nord à l'est, ça n'a rien à voir. Nous, on a des pays très diversifiés, même en termes de paysages, de géographie, de relief, c'est très varié. Hein. Oui, puis là, en l'occurrence, la langue, j'allais dire les mœurs presque, enfin qui sont pas les mêmes, le rapport à l'urbanité, le tissu associatif qui est très dense à Casarabas, qui existait à l'époque très peu sur le Rif, sur Nador al-Hoceima, donc quasiment deux pays différents en fait. Ouais, mais nous, le tissu associatif, c'est Tajmat, c'est déjà, nous on est toujours c'est démocratique, les gens se rassemblent, donc c'est déjà associatif dans le mode de fonctionnement des villages. Pour faire un puits, il faut demander l'avis de tout le monde, il faut réunir tout le monde, il faut que les anciens interviennent. C'est aussi ça l'organisation, non? Peut-être que c'est. Bah alors il y a un chercheur qui s'appelle Hamza Esmili, c'est un chercheur marocain qui a mené une enquête dans le Rif là cet été, à l'occasion aussi des événements qui avaient à ce moment-là et puis de la répression, et qui a très bien montré en fait que ce qui pouvait gêner en réalité le pouvoir marocain, l'État marocain, la monarchie, le régime, ce qui pouvait le gêner, c'est la solidarité en fait rifaine qui transcendait, enfin qui dépassait, qui transcendait les classes sociales. Et ça gêne tous les États. Voilà. Et ben, en particulier le Maroc qui est construit sur une hiérarchisation sociale postcoloniale. Et ça, il a très bien montré ça. Enfin voilà, c'est un auteur. On a eu les printemps berbères en Algérie aussi. Ça montre aussi que c'est vraiment des peuples qui sont solidaires et dans la résistance. Au-delà des classes, c'est-à-dire qu'il a bien montré. Alors Hamza Esmili, mais j'ai oublié son collègue qui a travaillé avec lui, Montasser Sari. Ils ont bien montré en fait que du bourgeois aux pauvres commerçants, aux paysans, etc. Il y avait une solidarité qui transcendait et
que tous étaient solidaires derrière, notamment Nasser Zazafi et puis le mouvement Hirak. Oui, c'est vrai que parce que dans l'organisation des tribus berbères, c'est vrai qu'il n'y a pas le bourgeois ou le pauvre, les gens ont le même... Il peut y avoir, mais en tout cas, pour des raisons de solidarité, de lutte politique, ils sont rassemblés. On écoute toujours le plus sage, et effectivement la philosophie, mais c'est vrai que la sagesse aussi est importante. Oui, la connaissance, la transmission, c'est important chez les berbères. Enfin, chez ceux-là, en l'occurrence. Ouais. En tous les cas, c'est vrai que je vois que vous êtes très attachés, on le voit bien et tout. Donc, mais comment, vous qui avez fait Sciences Po, qui étiez plutôt prédestiné à faire une carrière, à prendre comme les gens qui sont tués, vous êtes tout de suite parti sur de l'engagement. Vous étiez vraiment, vous avez dénoncé, vous êtes parti sur l'anticolonialisme, vous êtes parti sur des vrais sujets, et d'ailleurs là encore avec les enfants, mais comment vous êtes arrivé à tout ça? Alors du coup, c'est... Alors effectivement, quand on est une femme arabe, arabo-berbère, nous on le sait, mais en tout cas considérée comme arabe en France, et qu'on a fait des études, qu'on a réussi ces études, qu'on a fait une grande école notamment, il peut y avoir des possibilités de carrière qui s'offrent. Le problème, et ça, voilà, les femmes arabes le savent, le problème c'est que c'est souvent aux dépens, je pense, de sa dignité, mais vraiment. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir, je caricature un peu, mais il faut vendre ses parents, il faut vendre sa culture, sa religion, il faut vendre les siens en réalité. Il faut pouvoir avancer. Voilà. Et si on ne le fait pas, ça ne passe pas. Et ça, vraiment, voilà, j'ai pu tester à différents endroits, différents espaces. Vraiment, il y a une sorte de plafond de verre à partir du moment où on ne se renie pas et on ne renie pas les siens. Donc, bon, évidemment, moi, j'ai renié personne. Je ne renie pas les miens, je ne renie pas ma religion, je ne renie pas mon peuple. En réalité, je ne renie pas mon père, parce que c'est ça, quand même, qui est attendu, renier son père. Et donc, je me suis engagée naturellement contre les injustices, mais que je rencontrais au fur et à mesure de ma vie, en fait. Donc, je n'ai pas un engagement idéologique, donc sur le principe, voilà, où je m'engagerai idéologiquement contre l'impérialisme, parce qu'il faut s'engager, par exemple, contre l'impérialisme. Mais effectivement, vous parliez à l'instant de mon engagement par rapport aux enfants. Moi, j'ai commencé à m'engager réellement contre les discriminations que subissent les enfants à l'école à partir du moment où moi-même j'ai eu des enfants. Donc, et encore, ils sont tout petits, ils étaient à peine nés, qu'effectivement, j'ai tout de suite été confrontée aux injustices et aux discriminations en réalité qu'ils subissaient. Et donc, voilà, je me suis engagée du coup contre ces discriminations. Ah oui, comment vous êtes passé donc de l'anticolonial, les violences policières, et maintenant les discriminations sur les enfants? Voilà, en fait, c'est la même chose, en fait. C'est l'injustice. C'est à partir du moment où il y a des injustices, voilà, c'est une même lutte. En réalité, on vit dans un système qui est fait d'oppression. Voilà, il y a plusieurs oppressions qu'on subit, et c'est un même système. Donc, lorsque vous luttez contre les violences policières, en réalité, vous luttez contre le système raciste et contre un système qui va chercher à avoir une gestion coloniale des quartiers populaires pour contrôler, pour brimer les jeunes hommes noirs et arabes qui vivent dans les quartiers populaires. Donc il s'agit bien d'un système raciste et qui travaille à tous les échelons, que ce soit au niveau de la police ou de la justice par exemple. Mais quand vous luttez contre les discriminations à l'école, c'est pareil. C'est-à-dire que l'école en France aujourd'hui, pour l'essentiel, elle travaille à hiérarchiser les individus et notamment à les hiérarchiser racialement. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes chances de réussite que selon qu'on soit blanc, selon qu'on soit noir, selon qu'on soit arabe, selon qu'on soit un garçon, une fille, etc. Donc l'école est un système en fait de hiérarchisation raciale. Donc finalement, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris ce système d'oppression et ce système de hiérarchisation raciale, voilà, on a compris, on peut lire l'ensemble des espaces sociaux en France. Donc vous luttez contre les violences policières, il n'y a pas de raison que vous ne luttiez pas contre les discriminations à l'école, que vous ne luttiez pas contre l'impérialisme, contre le sionisme, c'est-à-dire pour la libération de la Palestine, contre le franc CFA, etc. C'est un même système d'oppression. Oui, donc c'est vrai que, et vous avez raison, mais donc du coup, vous êtes parti sur les enfants là quand vous avez les vôtres, et donc qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ces discriminations? Parce que c'est intéressant de voir comment elles sont à l'œuvre, puisque les plafonds de verre, effectivement, on nous dit on essaie de nous dire vous avez les mêmes chances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai beaucoup aimé ce concept d'égalité des chances, parce que c'était comme la loterie nationale. Et c'est vrai que c'est un peu la loterie nationale, parce que dans ces quartiers-là, quand il y en a un qui réussit, on nous montre en exemple, pour justifier tous les autres qui n'ont pas réussi, en disant, vous voyez, quand même, on peut réussir. Et c'est marrant comment on peut... vous en pensez quoi de tout ça, vous, alors, en fait, Alors ça, effectivement, cette notion d'égalité des chances, c'est vraiment une mascarade.
mais qui sert beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de dire à la masse, bah, regardez, un tel et une telle ont réussi, donc c'est bien la preuve que quand on veut, on peut. Donc si vous ne réussissez pas, c'est bien la preuve qu'en fait vous êtes des fainéants, vous ne vous intégrez pas, c'est génétique, et surtout c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité. Donc effectivement, ça sert. Maintenant, il suffit d'avoir des enfants 5 minutes et de les envoyer le matin à l'école pour se rendre compte que c'est vraiment une mascarade et que c'est faux, enfin que ça n'existe pas cette égalité des chances, enfin cette égalité tout court, parce que dès le plus jeune âge, et c'est ça, moi, c'est à ça que, comment dire, je ne m'attendais pas à ça si tôt. Moi-même, je n'ai pas forcément de souvenirs de maternelle notamment, mais par exemple pour ce qui concerne ma fille, donc mon aînée, dès la crèche, j'ai été confrontée à des discriminations. J'en ai discuté avec d'autres parents et effectivement, on a le même vécu discriminatoire. Quelques exemples, quelques anecdotes. Vous amenez votre enfant, il a les cheveux un peu crépus ou frisés, il a les cheveux lâchés, votre fille a les cheveux lâchés, vous la récupérez le soir avec les cheveux attachés. Quand vous posez la question de savoir pourquoi on lui a attaché les cheveux, on vous dit mais c'est parce qu'elle a les cheveux indisciplinés. Enfin, le mot qui va être utilisé, c'est indiscipliné. Vous n'allez pas forcément vous interroger ce mot indiscipliné. Enfin, quand vous voyez des shampoings pour cheveux indisciplinés, vous ne l'interrogez pas. Mais là, tout à coup, ça prend tout son sens de vouloir comment dire, brimer le cheveu, quoi, le contrôler, le fermer. Enfin, le fait par exemple d'acheter des livres à votre enfant, voilà, vous cherchez un livre où votre enfant va pouvoir s'identifier, va pouvoir être le héros, l'héroïne, etc. Et vous vous rendez compte dans la littérature jeunesse que les héros, ce sont des enfants blancs qui ont une famille blanche avec un modèle, dans un modèle occidental, etc. Et que votre enfant ne va pas forcément pouvoir s'identifier. Ou alors quand il y a des personnages qui sont non blancs, ça va être des personnages, par exemple, noirs, qui vont être très très stigmatisés, voire même diabolisés. C'est-à-dire qu'ils vont en fait renvoyer au mal, à la méchanceté, à la laideur, etc. Et ça, c'est dès le plus jeune âge, ça c'est dès 2 ans, 3 ans. Votre enfant déjà se construit de cette manière-là, en considérant que le blanc, c'est le beau, c'est le supérieur, c'est l'héroïque, etc. Et le noir, blanche et blonde. Voilà, exactement. Il y avait une vidéo comme ça qui circulait à l'époque, qui montrait des enfants noirs, et on leur proposait comme ça des poupées blanches et des poupées noires, et on leur demandait laquelle est la plus laide et laquelle est la plus gentille. Et pratiquement tous les enfants noirs considéraient que la poupée blanche était la plus gentille, la plus belle, la poupée noire était la plus méchante et la plus laide. Et donc on voit bien que ça travaille les cerveaux dès le plus jeune âge, et c'est là, du coup, nous, parents de ces enfants-là, nous devons aussi travailler, nous devons être vigilants et nous devons les protéger contre ça, contre ce système-là. Et donc vous avez fait une association sur... Voilà, alors c'est un collectif, alors c'est plus qu'une association, parce que justement on se dit qu'on ne va pas être en mode petit joueur, on veut vraiment un vrai truc. Et donc on a créé un collectif effectivement, mais qui a vocation à être un syndicat de parents. Vraiment un syndicat, donc structuré, avec des pôles, syndicat national. Bon, on commence doucement évidemment parce que c'est modeste, parce qu'il faut le temps de s'organiser, etc. Mais effectivement, c'est un syndicat de parents qui travaille à non seulement analyser la société, l'école en particulier, le système scolaire en particulier, mais qui travaille aussi à s'organiser, à ce que les parents puissent s'organiser, notamment au niveau local, parce que c'est là que ça se joue et que c'est là que c'est très important, s'organiser au niveau local pour être force de proposition, pour proposer des projets, des actions, pour travailler à ces projets, à ces actions en tant que parents, notamment parents habitant les quartiers populaires. Donc voilà, on est né depuis depuis un an maintenant, mais voilà, au fur et à mesure, on se bouge un petit peu partout. Comment les gens peuvent vous rejoindre? Parce que c'est intéressant, là, le coup, il va y avoir des gens qui vont regarder, peut-être qu'ils veulent vous contacter, essayer de travailler avec vous. Avec plaisir, ouais. Alors il y a une page sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook, Front de Mer, il y a un compte Twitter, Front de Mer, il y a une adresse mail, front2mer avec 2. Front de mer, mer au pluriel, @gmail.com. Front au pluriel ou au singulier? Non, singulier, c'est un front, deux, le et chiffre, mer, voilà. comme les mers, voilà, au pluriel, R-E-S, ouais. au pluriel, voilà. @gmail.com. @gmail.com. Voilà, comme ça, les gens qui nous suivent, front 2, le 2, ouais, mer au pluriel, @gmail.com. Voilà.
Donc, enfin, les gens qui nous suivent, effectivement, n'hésitez pas à envoyer un mail parce que, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on avance et qu'on grossit les rangs. C'est des personnes qui envoient comme ça des mails souvent, qui envoient des messages privés sur Facebook, des messages sur Twitter. Donc, c'est comme ça qu'on grossit les rangs au fur et à mesure. Il y a une réunion qui est prévue le 25. Tiens, je me permets d'en parler, du coup. Le 25 novembre sur Paris, une réunion de travail parce qu'on voilà, on se réunit beaucoup pour travailler sur des projets concrets. Donc, il y a cette réunion de travail le 25 à Paris. Les personnes que ça intéresse, voilà, peuvent envoyer un mail. Alors, donc sur cette action que vous menez, comment c'est perçu par les fédérations de parents d'élèves justement? Vous avez dû les contacter, non, on ne les a pas forcément contactés. Alors en fait, il y a quelque chose de très simple. Hein. C'est tout à l'heure quand vous me posiez la question de pourquoi c'est né cette question-là pour moi, pour nous, maman qui sommes sur le front de mer. Je vous ai dit parce qu'on a été confrontés aux discriminations. À la limite, vous auriez pu me dire, mais vous êtes confrontés aux discriminations. Mais il y a des syndicats de parents pour vous aider à lutter contre ces discriminations. Alors évidemment, si on a créé le front de mer, c'est parce qu'il n'y avait pas. Donc c'est bien pour répondre à un manque, et en réalité plus qu'un manque, c'est des fédérations, enfin je ne vais pas les nommer, les citer, les majoritaires, mais qui ne s'inquiètent pas, qui ne s'intéressent pas en réalité aux problématiques, notamment des parents qui habitent les quartiers populaires. Ça ne les intéresse pas. Il y a plusieurs problématiques, par exemple, il y en a une qui revient souvent. La question des cantines, par exemple. Voilà, ça, c'est une vraie question qui embête beaucoup de parents qui habitent dans les quartiers populaires, qui veulent une alternative végétarienne à la cantine. Alternative végétarienne, ils ne veulent rien de plus. Ils ne veulent pas du halal ou je ne sais pas quoi. Oui, ça fait des polémiques. Voilà, ça fait des polémiques sans fin. Voilà. Alors que non, c'est simplement alternative végétarienne. Voilà. Et ça peut répondre à divers enjeux, pas qu'à des enjeux religieux. Complètement. Et surtout sur la base de nouvelles données scientifiques qui montrent que la viande, ça peut être cancérigène, qu'il ne faut pas en abuser, etc. etc. Mais effectivement, c'est que des polémiques. Alors soit c'est polémique, donc dans les médias, polémique portée par beaucoup d'hommes et de femmes politiques, et pour les syndicats de parents, ils font comme si cette question n'existait pas, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas du tout la prendre en charge. Donc voilà, ça fait partie des problématiques que le Front de mer prend en charge, mais vraiment parce que les syndicats de parents qui existent aujourd'hui, qui sont majoritaires, ne veulent pas s'en saisir. Mais est-ce qu'effectivement le fait que vous en saisissiez, ça peut-être les faire bouger? Parce que moi, sur ma ville, par exemple, et je vois d'autres villes, il y a beaucoup de gens, entre guillemets, comme vous dites, des gens des quartiers populaires, qui sont aux parents d'élèves de leur école, etc. Donc peut-être que c'était aussi leur faire prendre conscience. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu les éclaireurs d'une nouvelle prise de conscience, non? Voilà, alors on ne veut pas être qu'éclaireur. Qu'éclaireuse, c'est-à-dire qu'effectivement, la stratégie est multiple. Donc par exemple, le fait d'entrer dans les syndicats, dans les associations, dans les collectifs, etc., même si nous n'y sommes pas forcément majoritaires, le fait d'y entrer pour travailler les questions, pour les faire avancer, etc., ça c'est important. Mais ça ne suffit pas. Nous, on considère vraiment qu'il faut une organisation politique de parents qui posent la question des enfants et des discriminations qu'ils subissent à l'école de manière politique, et que cette organisation-là, elle doit être autonome. Elle ne doit pas être juste le poil à gratter des syndicats de parents majoritaires. On ne va pas se contenter de ça. Parce que vraiment, en plus, il se trouve que, bon ça c'est mon avis personnel, moi je pense que c'est des syndicats de parents qui ne sont pas satisfaisants. Et qu'il ne faut pas juste se contenter de venir avec nos questions, je caricature un peu, hein, mais de noirs, d'arabes, de musulmans, de quartiers populaires, etc. Nous, on peut aussi être force de proposition sur l'ensemble des questions, sur l'ensemble du système éducatif. On n'est pas juste du poil à gratter. Il y a des choses qu'on peut apporter, nous aussi, et sur des questions qui n'ont rien à voir avec les quartiers populaires. La question, par exemple, nous, on travaille sur la question du numérique, du tout numérique, pour travailler sur les dangers du tout numérique, en particulier pour les enfants des quartiers populaires, parce que c'est eux qui sont le plus touchés en réalité. C'est eux qui sont les plus confrontés, par exemple, aux écrans. C'est eux qui en consomment le plus. Mais ce nous, on a à dire pour nos enfants, donc qui habitent les quartiers populaires, en fait, est valable pour l'ensemble des enfants, voilà, et pour toute la société française en réalité. Alors j'aime beaucoup votre façon d'approcher les choses, parce que sur ce que vous venez de dire, le problème c'est quand on soulève, et moi je le vois quand on milite sur un sujet, c'est l'enfermement. Souvent on nous stigmatise avec l'enfermement, ce qui fait que du coup le sujet qu'on veut défendre, on l'enferme, et donc du coup ça ne devient plus un sujet de société,
mais un sujet de préoccupation des particularités. On essaie de faire ça. Et c'est intéressant parce que vous ne voulez pas être une particularité. Vous voulez être un moteur et vous voulez être acteur du changement. Et vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous soulevez une question qui est inhérente à ce truc que vous ne vous intéressez pas à l'ensemble du système scolaire. Complètement. Et en plus, alors bon, déjà d'une part, ça permet d'éviter le piège de l'étiquetage communautariste. C'est-à-dire, voilà, vous vous occupez de vos questions de racisme, etc. On considère que vous êtes communautariste et du coup, de fait, vous êtes hors jeu. Hors jeu en tout cas au niveau local. Dès que vous êtes étiqueté communautariste, c'est fini pour vous. Même les habitants des quartiers populaires en réalité ne veulent plus travailler avec vous parce qu'ils se disent « Ah là là, elle va m'apporter que des problèmes, ça va être que des polémiques, etc. » Donc cet étiquetage communautariste, effectivement, ça permet, donc le fait d'ouvrir comme ça permet d'éviter ce piège-là. Mais par ailleurs, c'est pas juste pour éviter le piège, c'est que nous, on est sincères, on veut vraiment pas rester que sur des questions, encore une fois, de noirs, d'arabes, de quartiers populaires, etc. Nous, on a des solutions pour tous les problèmes de la société. On veut vraiment changer toute la société. Cette société ne nous convient pas. Structurellement, elle ne nous convient pas. Et nous, on a des propositions politiques à apporter. Et c'est pour ça que nous, voilà, on veut être vraiment force de proposition pour l'ensemble. Oui, c'est un peu le débat. Vous êtes en train de soulever le débat effectivement qu'on a aussi sur l'économie. Est-ce que l'économie doit être forcément marchande? Est-ce que l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, est-ce que ce ne sont pas des économies aussi? Ces économies, voilà, donc ça c'est intéressant quand même de soulever ce débat. Je pense que peut-être que aussi ces fédérations n'avaient pas conscience de tout ça, peut-être que justement, et c'est vrai que comme vous dites, dès qu'on soulève le problème de l'alternative à l'école, des repas, hop, on tombe dans l'espèce de revendication communautariste, comme ils veulent les emmener, alors que c'est une revendication saine, et même des fois de salubrité publique. Oui, complètement. Alors, maintenant, quand on pose bien le débat, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire notamment à Bagnolet, quand vous posez bien le débat et que vous montrez bien que ça, en fait, en réalité, c'est des enjeux qui intéressent l'ensemble des parents et l'ensemble de leurs enfants, finalement, vous vous rendez compte qu'une grande majorité de la population vous suit. Nous, par exemple, à Bagnolet, on a fait un sondage et on a posé une question simple. Alors, on n'est pas arrivé en demandant aux gens, alors est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que les parents musulmans prennent plus de place, soient mieux considérés dans les écoles, etc. On est arrivé avec une proposition de loi, celle d'Igiego 2015, proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui est très très bien faite. Cette proposition de loi est très bien ficelée. Donc nous, on s'est dit, voilà, c'est l'Assemblée nationale, c'est très très légitime. On est venu avec ça, et puis on a dit aux gens, voilà, est-ce que vous connaissez cette proposition de loi? Non, ben on vous explique ce que c'est. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Voilà, c'est quelque chose de simple, c'est l'obligation d'une alternative végétarienne dans les cantines scolaires, à l'horizon 2018. Et ben nous, à Bagnolet, 96% des parents interrogés, et on a interrogé tout le monde. Donc on n'a pas été interrogé uniquement les parents devant les écoles des quartiers populaires de la ville, on a été interrogé tous les profils sociologiques, 96% des parents, donc qui ont des opinions politiques larges, d'extrême gauche à extrême droite, 96% des parents étaient pour cette alternative végétarienne. C'est un sondage qu'on a fait il y a quelques mois. Donc ça montre bien que quand on vient avec des questions, qu'on argumente et qu'on montre bien que c'est pour l'ensemble finalement, on arrive à sortir quand même, bon c'est pas toujours le cas, en tout cas en l'occurrence là c'est le cas, on arrive à sortir du débat polémique. Voilà, et poser un débat sain, et d'ailleurs là on travaille avec la ville de Bagnolet pour... Voilà, sur cette alternative végétarienne. Ville de Bagnolet, que paradoxalement, je ne savais pas que vous habitez là, mais je connais bien, parce que j'ai été pendant 3 ans le directeur du centre de vacances d'ado à Bolines-en-Queyras. Les gens de Bagnolet qui nous voient, certains aujourd'hui qui sont grands, mais sont reconnaîtront, dire tiens, qui on l'a vu. Et c'est vrai que c'est des gens attachants, parce que c'était des jeunes de Bagnolet, comme on connaît. Mais je trouve que votre combat, il est assez révélateur aujourd'hui de la façon, je trouve, parce que vous venez de nous proposer, en tous les cas, c'est assez révélateur de la façon dont on devrait quand même mener l'ensemble des combats. C'est pas alors ça dépend parce que, alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécifique quand il s'agit de combat pour les enfants, parce que souvent, bon, ce combat il est mené par les parents. Quand on éduque nos enfants, on est déjà dans quelque chose d'assez anxiogène en fait. C'est quand même angoissant l'école aujourd'hui. Surtout, voilà, surtout de se dire qu'en fait nos enfants ne vont pas forcément avoir les mêmes acquis sociaux par exemple que nous, etc. Donc il y a quelque chose d'angoissant par rapport à l'avenir de nos enfants. Et donc venir avec en plus un discours frontal de dénonciation par exemple, un discours dur quoi, sur les discriminations que nos enfants subissent. Moi, je constate, et je sais parce que voilà, ça me concerne aussi, que c'est encore plus anxiogène. Enfin, que c'est presque de l'ordre du réflexe de se dire, là, pour le coup, parce qu'il s'agit des enfants, on va essayer d'être sur quelque chose de positif, de constructif,
parce que c'est les enfants, quoi, et qu'il ne faut pas venir avec quelque chose de trop dur. Mais c'est vrai que sur d'autres questions, par exemple sur la question des violences policières, si on est bien obligé d'être sur quelque chose de frontal et c'est très difficile quand même d'être sur quelque chose de positif. Après, on peut être force de proposition pour changer de système, qui concerne la police, la justice, les prisons, etc. Mais quand il y a des morts, quand il y a encore une douzaine de morts chaque année de jeunes noirs, arabes, des quartiers populaires qui meurent sous les balles, sous le dos de la police, enfin, on est quand même obligé de dire les choses de manière négative, parce que c'est négatif, quoi. Là, oui, je commence quand je disais ça, c'est-à-dire que quand on fait des choses négatives qu'on montre, parce qu'il faut qu'ils soient poursuivis, nul ne doit mourir dans cette société. C'est dans une démocratie, on ne peut pas, même ailleurs d'ailleurs, quel que soit le lieu, on ne peut pas laisser les gens. Mais une fois que vous avez raison, il faut être frontal, il faut être tout ça et tout. Mais après, il faut être aussi constructif, il faut faire évoluer le système. C'est là où je dis, il y a le système, c'est de dire quelles sont les propositions qu'on fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que cette police soit une police à l'image de la France, quoi, une police ouverte. Ça ne veut pas dire parce qu'on met des bronzés, et quand je dis à l'image, ça ne veut pas dire parce qu'on en met qu'eux-mêmes ne copient pas les vieux réflexes de trucs. Il faut changer le logiciel, c'est des logiciels, et ce logiciel se fait par l'éducation aussi, y compris dans la police, dans la justice. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de... Moi, je prends un exemple, quand j'étais jeune, alors que j'étais plutôt bon en français, on m'a dit, celui-là, il faut qu'il ait fallu technique, parce que de toute façon, ses parents ne pourront pas lui payer des longues études. On connaît tous ces préjugés, ces systèmes d'orientation. Donc c'est là-dessus que je dis qu'effectivement, je trouve que c'est intéressant que vous y travaillez, que vous apportez votre... Et donc... Bah oui, parce que c'est sur du long terme, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des injustices aujourd'hui, il y a des inégalités aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde un petit peu comment se produisent ces inégalités, on se rend compte qu'effectivement, l'école notamment, et le système d'orientation au collège notamment, prépare en fait les injustices et les inégalités de demain. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. L'émission touche à sa fin. Dans tous les cas, on peut rejoindre donc Front de Mer, ouais. @gmail.com. Voilà. Donc je pense que voilà, les gens, j'espère que comme moi, vous avez été convaincus quand même qu'il faut se bouger, agir. Et donc sur ce message d'espoir, on se retrouve avec un autre invité. Merci Fatima Sawabassak. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne soirée à toutes et à tous, et avec rendez-vous la semaine prochaine avec notre futur invité.